Je suis choqué. Je suis sidéré, abasourdi même. Je suis effaré. Aucun juge, aucun, pas un seul, zéro. Il n'y en a pas un sur les trois, pas un qui donne un 18 à Brady. Alors non, je suis d'accord avec vous, ça change rien à l'issue du combat, bien sûr. Mais ça, les juges n'en savaient rien au moment de remettre leur score. Donc vraiment, ouais, je suis choqué et tellement choqué que c'est le sujet de notre hebdo. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. John, j'ai tout Je d'abord savais pas que t'étais aussi choqué, tu vois. Je Ah t'avoue ouais. que quand je t'ai envoyé le message, moi j'étais choqué, mais je me disais bon, j'ai l'impression qu'il y a personne qui en parle. Quand je t'ai envoyé le message, je me dis est-ce que c'est juste moi ou ça devait vraiment être indiscret, tu vois. Donc content que tu l'aies vu. Non, ben on est complètement aligné là-dessus et également un peu surpris que ça n'ait pas fait de bruit. Enfin surpris oui et non comme je le disais dans l'intro, ça change rien à l'issue du combat. Brady finalise Edwards, donc ça change en soi rien, mais ça peut changer. Et quand tu vois des erreurs comme ça de juge, euh, tu peux répercuter ces erreurs sur des combats qui vont à la décision et qui pourraient avoir un vrai impact. Donc avant de partir sur ce sujet qui est propre vraiment au scoring, je pense que ça nous permet aussi de donner de la lumière sur la prestation XXL de Sean Brady. Donc avant de parler vraiment du scoring, round 2, round 3, qu'est-ce que tu as pensé du combat dans son ensemble? Bah, moi, je trouve que justement, c'est trop bien que tu aies décidé d'en parler. Moi, je trouve que Sean Brady, il a été exceptionnel. Beaucoup de gens parlent d'Edwards, de son mental, de plein de choses, et c'est vrai. Mais je trouve que, enfin, moi, j'avais mis une pièce sur Brady, Mhm. mais je trouve que sa prestation était exceptionnelle. Ouais. Je t'avoue que on savait qu'il avait un bon sol. C'était pas un truc qui est nouveau. Mais par contre, je trouve que même en striking contre quelqu'un d'aussi bon, parce que Edwards, pour moi, est un striker d'élite. Mhm. euh, Bon, comme je l'ai dit, c'est pas sa meilleure prestation, ce combat-là. Mais par contre, j'ai trouvé que Brady, on sait qu'il y a le risque de la mise au sol, etc. Et donc, c'est pour ça que, bon, j'étais pas aussi à l'aise que si c'était un combat juste purement striking, de kickboxing ou n'importe, ça aurait pas été pareil. Mais par contre, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et je trouve on doit le dire vraiment, c'était pour moi niveau contender 100%, quoi. Il y a pas de doute. Voilà, exactement. Ça, c'est je trouve que c'est le genre de prestation, de performance qui te donne un gros argument pour être le prochain à affronter le champion. Vraiment, c'est ce genre de victoire parce que, en plus, tu peux comparer au co-main event où le co-main event, t'avais un peu ce truc. Est-ce que le vainqueur peut se positionner comme le prochain contender à Magomed Ankalaev? Et je trouve pas que Hulberg ait été ultra convaincant, surtout quand tu compares cette prestation de Brady qui vient et qui là ne laisse aucun doute. Ça doit être moi le prochain contender. Alors je sais que on peut avoir des arguments pour Shavkat Rakhmonov si et quand il revient de sa blessure. Mais là, pour moi, Brady, et d'ailleurs, ça se reflète dans les rankings UFC, il prend la première place. Il prend la première place suite à cette prestation et je trouve ça mérité. Donc, c'est très bien parce que j'avais un peu cette question pour toi, si tu trouvais que c'était une contre-performance d'Edwards ou une performance de Brady ou un mix des deux. Pour moi, c'est un mix des deux. Pour moi, c'est vraiment un mix des deux. Je trouve que Edwards, on l'a dit, mais 1000 fois, c'est tellement dommage parce que je trouve que c'est un pur talent, ce gars. C'est vraiment, et je crois qu'on le voit, la frustration de ses coachs. Je pense qu'en entraînement, il doit faire des dingueries. Et je crois que quand il y a des moments qui sont cruciaux, enfin là où tu le vois si c'est un champion ou pas au final, j'ai l'impression qu'il y a une partie de son mental, tu le vois dans le regard où ça lâche en fait. Il y a un truc, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que c'est. Et à tel C'est point vide. il fait une des plus grosses erreurs enfin, en termes allez, la tentative Fight de IQ. mise au sol, le fight IQ. Je pense que c'est pas du tout le fait que, enfin, on le sait qu'il doit pas le faire. C'est impossible qu'il le sache pas. Mais je pense que c'est vraiment un moment, il abandonne. Vraiment, son cerveau Ouais. lâche. Je crois Ouais, qu'il se laisse aller et qu'il se dit, bon, bah, tant pis, voilà. Et je me demande, peut-être qu'il se dit, bon, bah, peut-être qu'il y a moyen que je me fasse finir debout. Peut-être que je préfère que ça aille au sol et d'avoir, je sais pas du tout. Non,
Impossible à savoir maintenant. L'avantage pour nous chez Fight Minds par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est que on avait parlé de tout ça dans notre preview. Donc c'est pas des surprises et on n'est pas en train de faire une analyse poussée de ce qui s'est passé parce que on avait parlé de son mental, où on était très dubitatif par rapport à ça. Notamment, c'est sorti sur la raison de sa défaite contre Belal Mohamed, qui n'était pas du tout une raison, c'était une excuse. Et du coup, tu as cette impression qu'il va pas progresser entre son précédent combat et celui-ci. Et on avait également parlé, Brian plus particulièrement, de son ego. L'amener au sol qu'il fait contre Colby Covington dans le 3e round, je pense, où Colby essaie de l'amener au sol, il défend, il ramène au sol. Il y a un bon résultat, mais c'était un mauvais choix. Et effectivement, ce mauvais choix, il l'a fait également contre Brady. Et pour preuve, c'est un mauvais choix parce qu'on a en plus le mauvais résultat qui suit. Donc, tout ce qui avait été analysé, c'est C'est matérialisé. et voilà, c'est matérialisé. Et par contre, comme tu dis, je pense que c'est une grosse prestation de Brady. Je pense qu'on peut on peut utiliser le terme masterclass. Je serais pas surpris Ouais, que quand on fera nos 100%. Fight Minds Awards en fin d'année, ça fasse partie des nominés pour masterclass de l'année. Notamment parce que je trouve quand même que Edwards, dans le premier round, alors il avait encore certains défauts qu'on avait pu analyser sur la plupart de ses combats, notamment un faible volume de jeu, mais il avait vraiment cette volonté de prendre le centre, de rester au centre, de pas se laisser mettre sur son pied arrière. Brian avait dit qu'une des clés de victoire pour Leon Edwards, c'était de pas se retrouver derrière la ligne noire. Dans le premier round, il se retrouve pas beaucoup derrière cette ligne noire. Il essaie d'avoir un jeu anti-clinch où il punit le clinch. Donc sur ce premier round, je trouve que c'est pas parfait, mais il n'aborde pas le combat de manière si mauvaise que ça. C'est vraiment tout s'est joué dans le 2e round. Le 2e Mais round, il y pour a moi, juste eu un je suis très pas, grand Brady. Et... je Vas-y. suis pas tout à fait d'accord parce que, enfin, je me rappelle plus de l'analyse que vous aviez faite avec Brial, mais pour moi, une des clés, mais genre, une des choses les plus importantes, c'était quand même les kicks. Tout à fait. Ça, Et, c'est ce qui lui manquait. C'est pour ça que je dis que et c'était pas parfait. Mhm. c'est ça, c'est que pour moi, enfin, pour moi, le facteur qui allait tout changer, c'était vraiment bah, le fait qu'il est si longiligne comparé à Brady qui soit si petit et puis il a des kicks qui sont bons, bah, même à part le high kick qu'il met contre Ousmane, même ses middle, ils étaient incroyables. Oui. Et Les les low kicks, fronts, enfin il voilà. a des bons fronts en plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je me disais, bon, bah, c'est vraiment l'outil qu'il va devoir utiliser le plus. Mhm. Et c'était presque, je sais même pas combien est-ce qu'il en a mis, c'était presque inexistant, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y en avait très peu. Et ça faisait partie des défauts. Donc, je dirais que je, on, on aurait pu avoir pire. On aurait pu avoir pire, on aurait pu avoir mieux. Mais pour moi, il aborde pas le combat de manière si mauvaise en termes de gestion de l'espace, de volonté à prendre le centre, de volonté à contrer avec son anglaise. Il y a des moments où il cherche quand même des contres assez durs. Il manquait cette gestion de la distance à partir des kicks. Ça, je te rejoins entièrement. Mais voilà, tout ça pour dire que Brady a écrasé un Leon Edwards qui était dans sa forme habituelle avec une approche de combat sur 7 sur 10. Je lui donnerais un 7 sur 10 pour son premier round, tu vois, Leon Edwards. Donc c'est vraiment une belle prestation. Et alors, ce qui a tout changé, c'est le round 2. Le round 2, pour rappel, Brady rentre, met au sol directement, 4 minutes 57 de contrôle. C'est un record absolu. C'est un record absolu. Et j'aime pas qu'on dise 4 minutes 57 de contrôle, parce que pour moi, c'est 4 minutes 57 de grappling efficient. Ce qui signifie qu'on est dans le critère 1 pour le scoring. Ouais. Donc là, on va en arriver au scoring. Je vais expliquer en fait, c'est quoi? Étant donné que c'est toi qui m'envoie le message en disant, je comprends pas pourquoi c'est pas 18. Quel est ton argumentaire pour le Bah, c'est 18? que on sait qu'il y a les points qui étaient importants, donc on parle souvent des 3D, Ouais, mais du coup, sur la durée, bah, il n'y a aucun doute que bah, c'est c'est les 10 4 sur minutes 10. 57, donc je dis c'est 10 sur 10. C'est 10 sur Euh, 10. Lyon n'a rien remis, je crois que c'est 0 coup. Si je me trompe pas, 0 sur 0. 0 0, sur voilà, c'est 0. ça. 0 sur Je 0. pense avoir jamais vu ça sur 5 minutes. Alors ouais, Askren contre Jorge Masvidal, c'est 0 sur 0 aussi. Mais quand un combat dure plus que 30 secondes, t'as peut-être touché 0 fois, mais t'es au moins tenté. Il y a 0 frappe Ouais. envoyée sur 5 minutes. Sur 5 Ouais. minutes. Jamais vu ça. Franchement, jamais vu ça. Dégâts, en fait, si on prend en considération la fatigue qu'il inflige à Edwards, ça rentre dedans. C'est Merci. sûr que
Ouais. Et donc pour moi, t'as les 3D qui sont là et j'ai pas du tout compris. Je me suis dit, ça, c'est flagrant, c'est un 18. J'hésitais même. Je pense que le troisième round, c'est pareil. Je sais plus combien, je crois que Ouais. je sais plus combien de coups c'était, Je- mais je je- crois que c'était presque ridicule. Si Ouais, t'as les stats, vas-y. restons sur le 2 et puis on va aller voir les stats du 3. Mais donc ici, donc pour vraiment revenir sur comment est établi les règles de scoring telles que c'est actuellement, euh, les 3D, c'est parce que c'est facile à retenir. Aujourd'hui, on devrait pas appeler ça les 3D, on devrait appeler ça DID pour simplifier, ou DDI ou IDD. Donc il y a durée, Impact. domination, ça, il a les deux. Aucun Il a, doute. si tu dois mettre une cote sur 10, la durée c'est 10 sur 10 parce que c'est 4 minutes 57, tu sais pas faire mieux parce que les 3 secondes c'est vraiment le temps de rejoindre le centre. Et la domination, ben, elle est totale, elle est absolue. Il y a une prise de dos, il y a une prise de monte, même quand il est dans la demi, il y a une menace. J'ai pas dire une, ouais, c'est pas une tentative de soumission, c'est une menace, une Ouais, pré-menace de sur la soumission vers Kimura. la Tu Kimura. parles Ouais, sur la Kimura exactement, ou tu parles de exactement. quoi? Ouais, ouais, c'est ça. Il y a pas de tentative de soumission, mais il y a des menaces de soumission. Et donc ça rentre dans le I. Pour moi, donc le troisième D en général, on disait c'était dégâts. Le problème du mot dégâts, c'est que ça considère uniquement les frappes. Et il faut pas oublier que le critère 1 dans le scoring, c'est efficient striking and grappling. Et donc pour essayer d'englober un peu la partie purement grappling sans frappe, ben on parle d'impact. Et donc l'impact peut être mental, l'impact peut être physique, l'impact peut être sur la fatigue, sur l'état de fatigue. Et là, comme tu l'as souligné, pour tous ceux qui font du grappling, tous ceux qui font du MMA, mettez-vous à la place de Edwards et subir 5 minutes comme ça face à Brady, c'est fatigant mentalement aussi. Donc il y a un impact sur plusieurs éléments et au final, même si tu prends les stats, 19 frappes significatives sur 22 pour Brady dans le deuxième round et 76 frappes au total sur 95. Alors il y a un paquet de frappes non significatives, mais ça reste du cumul. Tu as 76 frappes cumulées, dont 22 considérées comme significatives. Donc même si tu veux parler de dégâts, alors c'est pas des trucs qui approchent du chaos, qui font vaciller au sol ou qui sonnent, mais il y a un dégât qui est construit, il y a des menaces de soumission, enfin, tu es à 10 sur 10 sur les 2D, tu peux mettre peut-être un 6 sur 10 sur l'impact pour surtout la partie mentale et physique. Comme tu l'as dit, entre le 2 et le 3, ben, Edwards, il regarde dans le vide, il est plus là, il est plus là. Tu mets un 26 sur 30 sur ce 3D, efficient grappling, c'est au maximum critère numéro 1. Tu dois mettre, et tu l'as dit, 0 coup. Edwards, 0 coup. Enfin, j'ai couché avec des paresseuses dans ma vie, vraiment. Qu'en Belgique, en Belgique, on appelle ça des étoiles de mer. Mais Edwards était encore moins actif que ces étoiles de mer. Il a rien fait. Il a bougé 2 fois dans le round. C'était pour trouver la demi. Il a rien fait. C'était même pas de la survie, mec. J'arrive pas à croire que t'as fait une analogie entre des flanquines et des Edwards. Ok. Je t'ai dit, je suis choqué. Je suis choqué, je suis abasourdi. Vraiment. Ouais, non, mais je sais. Edwards a fait moins que... Si je t'ai envoyé ce message, c'est vraiment parce que j'étais choqué. Et le pire, c'est que je me disais, j'avais l'impression que j'étais un peu seul là-dedans. Où je me disais, mais je trouvais ça scandaleux parce que, comme tu le dis, là, ça n'a pas eu d'impact parce qu'en plus, il y a eu un finish. Ouais. Mais juste, imagine si jamais ça avait été comme Kamaru contre Hamza, tu vois. Où le 18 peut avoir un changement, où tu sais que ça peut jouer à certaines choses. Et là, si Edwards prenait 3, 4, 5, je sais que c'est difficile à imaginer vu la tournure du 2, mais s'il prenait 3, 4, 5, il gagnait le combat à cause de ça. Alors que le 18 aurait amené à une égalité, ce qui aurait probablement été un meilleur reflet du combat ou quelque chose de beaucoup plus juste. Et donc, juste pour revenir là-dessus, donc si on a les 3D ou le DDI plutôt, si on a le domination sur la durée avec de l'impact, le 18 est automatique. Si on en a que 2, les juges doivent le considérer. Donc même si tu considères que le I n'était pas présent, les 3 juges doivent considérer pour la domination sur la durée, mais ces 2 dés sont tellement hauts que ça doit être automatique pour moi. Et en plus de ça, c'est noté dans les critères, l'inactivité de l'adversaire peut pencher dans la balance quand tu considères le 18. Donc même si tu enlèves et tu dis ouais, il y a vraiment pas d'impact, c'est parce que je dis pas impact, je dis dégâts. Même si tu enlèves le dégât, les 2 autres dés sont tellement hauts, plus
complète inactivité de Leon Edwards, ça ne peut être qu'un 18. Si tu donnes pas un 18 à ce round, Pourquoi tu les tu mets? donnes quasi jamais des 18. Alors ça sert plus à rien. Tu mets des 1-0. Tu mets 1-0, 2-0, 3-0. Et puis voilà, en 3 rounds, tu sais plus avoir Ouais, je suis d'accord. d'égalité. Moi, il y a un autre truc aussi qui m'a surpris. Je sais pas si ce que tu en penses, mais peut-être que comme je te dis, peut-être que j'ai un biais ou n'importe, mais j'ai vu beaucoup de critiques par rapport à l'event à Londres sur le fait que les combats étaient pas exceptionnels, etc., etc. Beaucoup. Mhm. Je suis d'accord. Bon, il y a plein de points où quand sur le Common Event, je le trouvais pas exceptionnel. Bon, il y a eu. J'ai quand même bien apprécié le combat féminin, je t'avoue. La nouvelle, la brésilienne, j'ai bien aimé. Ouais, Tainara. Ah ouais, Tainara, voilà, c'est ça. Mais par contre, je- moi, j'ai vraiment apprécié l'event. Vraiment, Ouais. je trouvais intéressant, mais tout le monde disait oui, c'est soporifique, et je sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de sol ou pas. Mais moi, j'ai vraiment, j'ai trouvé ça bien, quoi, tu vois. Est-ce que Soporifique, c'est vraiment des gens qui ont regardé le combat et qui l'ont pas apprécié? Et là, je peux entendre ceux qui n'aiment pas le sol, qui n'ont pas apprécié le combat, mais alors ils apprécient très peu de combats, en fait, tous les combats qui vont au sol, parce que pour moi, ouais, enfin, ce que fait Brady est splendide Mais sur en l'aspect plus, c'était splendide. Il était stratégique, actif, tu vois. Il était technique, ouais, actif. ouais, Il clairement, était clairement. actif. Enfin, tu vois, si tu me disais, tu vois, il y a tellement d'autres combattants où tu dis, ok, ceux-là, je t'avoue, c'est embêtant, c'est au sol, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il bloque le combat. Mais pas du tout dans ce Non, mais combat. Je voilà. trouvais que c'était Oh, tout le temps occupé, tu vois. Genre, je me suis pas embêté du tout. il y Vraiment avait pas une du tout. recherche constante d'activité ou d'améliorer sa position. C'était l'un ou C'est l'autre, ou ça. de menacer une soumission, peu Ah. importe, et finalement, il y arrive, et sa soumission est très belle, on pourra y revenir aussi. Et Il j'aime n'était bien pas le en point qui mode, lui parle avant, qui lui dit c'est maintenant que tu dois finir. ouais, Je trouve ça tellement malin de lui dire à ce moment-là parce que tu sais que si tu veux te positionner comme contender numéro un, tu peux soit assurer ton combat et ils décident de pas le faire. Ils disent non, va chercher le finish maintenant, mhm. il est mort, il est fatigué, tu vois. Donc, Ouais, ouais, non, je trouve ça vraiment bien. franchement, il y a tout qui rentre dans le truc, et effectivement, soporifique, faut pas déconner, quoi. Même, enfin, alors quoi, Islam Makhachev qui conserve le dos dans le 4e contre Volkanovski, ou Pantoja qui fait souvent sac à dos pendant un round pour s'assurer un round. Ça, à la limite, on pourrait éventuellement critiquer, même si je trouve que sur le point de vue stratégique, c'est très intéressant. Mais ici, Brady, stratégiquement et techniquement, c'était du très haut niveau qu'il nous a proposé contre un Leon Edwards. Il a fait mieux que Belal. Il a fait mieux que Belal, Il a alors fait que largement mieux que Belal. Belal était notre numéro un contre Edwards Sur de la Masterclass. masterclass. La Ouais, masterclass, et il a fait c'était mieux. numéro 1. Bon, il y Il avait a le fait mieux. titre. Il y avait le titre, c'est pour ça que ça avait penché sur cette balance-là Ouais, entre, ouais, je sais ouais, plus c'est c'était un les deux argument, combats. clairement. Mais par contre, vraiment, il y a aucun doute. J'ai trouvé la prestation bien meilleure et quand tu regardes les résultats, enfin, le temps de Mm. contrôle, le nombre de frappes reçues et données, etc., non, ça n'a rien à voir. Ouais, et donc, parce que on parlait du round 2, mais même le round 3, tu dois considérer le 18 aussi. Parce que là, tu as 4 minutes 9 de contrôle. Alors, Leon Edwards, il touche 3 fois sur 4. Pas une grande activité. Il rate un takedown. Et dès qu'il rate le takedown, effectivement, il y a 4 minutes 9 de totale domination, encore une fois, Rien que du pour, côté de Shane rien que Brady. pour le takedown, tu peux voir qu'il y a eu un impact. Et alors, tu as 86 frappes qui touchent, dont 14 significatives. Et j'avoue que j'ai l'impression que les frappes significatives du round 3 sont plus significatives que celles du round 2. Donc effectivement, pour ceux qui aiment vraiment cet argument dégâts, je le trouve plus présent dans le round 3 que dans le round 2, avec une domination. En fait, tu enlèves un tout petit peu des 2D et tu augmentes un peu le I. Donc encore une fois, même le round 3, je suis moins choqué, j'avoue, sur le round 3. Mais quand je regarde, je me dis, ça me choquerait. Bon, on est vraiment sur la frontière. On est Ouais, c'est ça. vraiment sur la frontière du 19-18. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Et donc voilà, en gros, tu avais 6 possibilités d'avoir un 18. Le round 2, le round 3 aux yeux de 3 juges. Et les 6 possibilités tournent sur le 19. Et moi, ouais, je comprends pas. Alors pourquoi préciser dans le scoring que l'inactivité peut pencher dans la balance? Franchement, je suis très déçu des juges là. Très déçu des juges. Ça m'arrive Est-ce que tu souvent, mais crois que le là, fait que c'était à Londres, est-ce que tu crois que c'est le fait que ce soit à Londres, ça a eu un impact? j'aimerais dire que. Alors là, c'est mon espoir. C'est vraiment mon espoir. J'espère que non. J'espère que non. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'il y a des juges réellement biaisés sur base de où tu combats. Et j'ai envie de rester dans mon monde de bisounours où il n'y a pas de corruption et ce genre ou de préférence
à ce niveau-là. คือเหมื Vraiment. อนกับโซกินซักออลสตองที่ Après, on dit tout le temps, hein, là, il devait combattre à l'extérieur et tout. C'est aussi, apparemment, le public a été très mauvais. Enfin, inexistant, quoi. C'est pas mauvais, c'est juste qu'on entendait rien. Même Aspinall est déçu de son propre pays. Donc pour tous, Londres a été exceptionnel, je pense, il y a 3 ans en termes de public. Les gens, quand ils parlaient de meilleur public au monde, on dit clairement la France en numéro 1, mais dans les concurrents derrière, c'est Brésil et Angleterre. Je savais pas que le Là, Brésil était considéré dedans dans les meilleurs, je t'avoue. je crois que Je Joe pensais Rogan que avait un moment utilisé le terme qu'il s'entendait plus parler tellement il y avait de bruit, je pense, pour un combat de José Aldo. ah, c'est possible, ouais. Mais je crois que ça, c'est juste pour un, alors que j'ai l'impression que la France était vraiment deux. Quand tu regardes, la grosse différence, c'est que même dans les prélims, il y avait des gens c'était full, tu vois. Je me Ouais, rappelle, dans 1 et 2, c'était exceptionnel. ouais, mais pour avoir Exceptionnel. fait le UFC Paris 1 et 2, t'as déjà beaucoup de monde à ton premier combat. Je crois que UFC Paris 1, t'avais un combat féminin en premier ou en deuxième, ça se passait beaucoup au sol. Et à un moment, t'as un renversement, t'as le public qui réagit. Ce genre de truc, ça n'arrive pas, tu vois. Donc ouais, Ça. vraiment, UFC Paris, c'est un public qui s'y connaît, qui vient quasi, enfin, t'es rempli à 70% au premier combat, je dirais, un truc comme ça. Je sais pas, récemment, j'ai encore vu une phase au sol qui était sifflée, mais rapidement, je me disais, mais j'étais choqué, je sais plus Mhm. c'était quel public. Et moi, justement, j'avais été tellement content de voir que certaines phases au sol, même qui prenaient du temps en France, elles n'avaient pas du tout été ni huées ou quoi que ce soit. C'était top, tu vois. C'est vraiment top. Je crois qu'il y a un moment entre Brito et Gomis où ça hue peut-être un peu et c'est surprenant. Mais ça, c'est Mais dans le voilà, 3, c'est un ça. rare ouais Ça, c'est voilà le 3. effectivement l'UFC Paris 3 a été fort critiqué par ceux qui ont fait les 3 comparativement au 1 et au 2. Notamment Alexandre Herbinet qui s'était exprimé publiquement par rapport à ça en disant que voilà le public de l'UFC Paris 3 l'avait déçu, mais c'est comparatif. Je pense qu'il a été déçu comparativement à ce qu'il avait pu vivre sur le 1 et le 2. Ça reste au-dessus, bien au-dessus Ouais, bien sûr. du reste du Ouais. monde, tout simplement. J'avais entendu, c'est tous les fans de Doumbé qui sont venus, ça m'a fait rire, mais je comprenais l'idée avec Ouais. comme il y avait eu quand même beaucoup d'attrait de nouvelles personnes qui à la base n'étaient pas intéressées par le MMA, bah, peut-être que ça les avait ramenés, mais ça m'avait fait rire parce que je me suis dit, ouais, l'impact Doumbé, et c'est à ce point-là, si jamais c'est le cas, c'est ouf. Ouais, c'est pas impossible que l'analyse soit mauvaise. Et donc voilà, pour revenir sur Brady, comme vous l'aurez compris, si on a envie de donner un 18 au deuxième round et qu'on entend complètement la possibilité de mettre ça au troisième round, il fait un round 2, un round 3 parfait, et le round 4, ça dure pas très longtemps, de nouveau mise au sol, et il va chercher une guillotine qui est mais complexe à finaliser. Il isole le bras, il menace un peu Kimura Americana ou clé de bras un peu à la Thomas Minal contre Volkov. Puis il menace une fois la guillotine, ça passe pas, il réisole le bras, puis il repasse la guillotine et puis il va la finaliser. Et franchement, finaliser une guillotine comme ça au-dessus en demi-garde, et ceinture noire, quoi. Ça c'est un niveau, Ah, je peux même pas l'expliquer. Je peux vraiment pas l'expliquer. C'est du ouais, ceinture noire de très très haut niveau. Et en plus contre un Edwards qui a quand même un grappling défensif initialement qui est plutôt bon, hein, plutôt ouais, très bon même. c'est sûr. Donc Et ouais. mais en fait, j'avais ah ben, c'est pas la première fois que je le fais, mais j'avais vu une vidéo super intéressante de Clément Marcoux, il y a pas très longtemps, qui fait une analyse, du combat et qui explique les ajustements qu'il avait fait, donc qu'Edwards fait, que Brady. Brady fait par rapport à Edwards et c'est certains trucs qu'il avait vus et par exemple, le fait de toujours menacer la Kimura, ça avait vraiment beaucoup aidé parce qu'en fait, Edwards est quelqu'un qui se relève très rapidement. Et je Hmm. trouvais ça super intéressant, tu vois, parce que c'est vrai que, enfin, tu vois, il est un peu ressort comme ça, tu vois, il touche à peine, Ouais. il remonte, on le voyait avec pas mal de personnes, et en fait, qu'il avait fait des adaptations qui avaient payé, Mhm. et que d'ailleurs, Belal avait dit que c'était grâce à lui, qu'il avait montré le chemin, etc. Tu vois. Mais après, ouais, Et- tu montres un blueprint, les gens vont s'en inspirer, c'est logique, mais Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Mais maintenant, on en avait parlé un petit peu avec Brian, mais on n'avait pas été vraiment dedans. Je crois que maintenant, à tête reposée, c'est peut-être plus facile pour toi. Tu pourrais me dire qu'est-ce que tu vois, toi, pour la suite? pour Edwards et Brady. Ouais. Mais pour moi, Brady, là, il me convainc qu'on doive le mettre contre le vainqueur Jack Della Maddalena et Belal. Devant Euh, Shafkat. je- Honnêtement, c'est peut-être un, comment on dit, recency bias. On oublie Ouais. chaque fois comment On le dit le, toujours, hein, on le dit toujours. voilà, billet de Présentisme, récenseté. je sais plus. Voilà, le fait que le combat ait eu lieu
récemment. récemment. Mais ouais, voilà, factuellement, je suis plus impressionné par cette victoire de Sean Brady contre Leon Edwards que de Shafkat contre Ian Gary. Les deux sont assez méritants. Et tu crois que c'est quoi qui va se passer? L'UFC va donner la possibilité à Brady ou tu penses que... Je crois que c'est difficile de passer devant Shafkat qui a un vaincu, Bien sûr, Kestet oui, bien Tobra, sûr. etc. Tu vois? Je crois que c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué, mais voilà, pour moi, cette performance mérite un title shot. Est-ce que ça mérite un title shot devant Shafkat? C'est peut-être du 50-50 dans ma tête, et donc voilà, je trouverais ça pas absolument dégueulasse que Brady reçoive le title shot suivant. Je trouverais ça pas dégueulasse du tout que Shafkat reçoive le title shot après. Et celui qui ne l'a pas, il pourrait prendre un Joaquin Buckley qui est sur une incroyable série de victoires. Alors il est un peu plus bas dans le classement, mais il est sur cette belle série de victoires, et voilà, je pense que ça ferait sens de se la jouer comme ça. Mais je pense que si t'es l'UFC, je pense que tu mets d'abord Shafkat parce qu'il est quand même beaucoup plus impressionnant, elle est plus intéressant, on Marketable. va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Son style de combat, en tout cas. Peut-être pas le fait que il parle pas beaucoup, mais bon, il a une aura, tu vois. Il a une Ouais, aura, bien il peut sûr. se construire dessus. Et voilà, bon, maintenant, peut-être qu'ils vont se dire, bon, Sean Brady est américain, ça, on va peut-être pousser un américain parce qu'ils en ont presque plus. Il y a John Jones, mais il est pas là. Donc ouais, à mon avis, ils vont peut-être faire ça. Sinon, ouais. Et sinon, il y a Ousmane dans les options aussi pour celui qui prend pas le title shot. Hein. Ousmane qui dit qu'il va revenir, ça reste toujours un très bon test chez les welterweight, même s'il a été très inactif et qu'il est sur 3 défaites. Voilà, alors, dans cette division, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, vraiment. Ouais, c'est sûr. Et pour Edwards, par contre, j'ai lu Compliqué, qu'est-ce beaucoup que de tu gens fais dire. mentalement, tu vois? Tu fais quoi? Parce que ça doit être frustrant pour un coach et je me demande trop qu'est-ce que tu fais parce que tu te dis, on a travaillé pendant des mois, on prépare certains trucs, tu sens que le gars n'applique pas ce qui a été fait ou il n'est pas à la hauteur de ce qu'il produit d'habitude. C'est Mhm. compliqué en tant que coach, hein. Mais en fait, tu revois peut-être les objectifs. Tu vois, si son objectif c'est de vraiment retourner vers le titre, bah là, t'as besoin de le mettre de côté pendant 6-8 mois, le temps de vraiment travailler sur ce blueprint, parce que t'es dans une division où il n'y a pas que eux deux qui sont capables d'exploiter ce chemin de victoire. Ou bien tu dis, ok, j'aime encore bien combattre, mais par contre, j'ai plus cet objectif de la ceinture. Bah, du coup, tu essayes en tant que manager de le mettre plutôt contre des strikers, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, tu vas chercher peut-être un Yann Gary, ce genre de combat, tu vois. Ouais. T'essaies Moi, je d'avoir crois qu'il va être les combats un gatekeeper, peu hein. fun, Je crois que ça quoi. va être un gatekeeper pour moi. Ouais, ben clairement, s'il se réinvente pas, la réalité, c'est qu'il va commencer par être gatekeeper top 5. Et puis, s'il s'arrête de progresser, ce sera gatekeeper de plus en plus bas, comme on a pu le voir avec des Rafael dos Anjos et ce genre de combattants. Ça fait toujours un peu mal au cœur, mais c'est aussi la réalité. C'est pas parce que tu n'es plus champion que tu dois arrêter. Tu peux juste revoir tes objectifs. Si tu as toujours le kiff du MMA et la volonté de faire des combats 2-3 fois l'année, bah, rien ne t'empêche de juste descendre d'un cran et puis aller prendre 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite. Et puis naturellement, tu vas avoir des compétitions de plus en plus abordables, mais ton niveau va aussi arrêter de progresser. Donc on l'a souvent vu et c'est pas mauvais comme carrière. Il y a beaucoup d'anciens champions qui sont encore top 10, top 15, même en dehors du top 15 et qui offrent encore des beaux combats. Je pense que Leon Edwards reste un combattant qui, dans certains combats, a beaucoup à offrir. Et je pense sincèrement que quand tu le mets contre des strikers, bah, ça peut intéresser les fans. Tu vois, il y a beaucoup de combats, je pense, justement. Imagine Joaquin Buckley contre Edwards. Moi, ça me plaît sur papier. Yann Gary contre Edwards, ça me plaît. Vicente Luque contre Edwards, ça me plaît. Même un truc, ouais, Jeff Neal. Oh là. Puis mais regarde, un bête truc, Kevin Holland. Alors c'est très bas, tu vois. Kevin Holland, il est bon en welterweight, il est bon, enfin c'est un bon striker contre un bon striker. Kevin Holland contre Leon Edwards, moi je serais même pas choqué que ce soit ce combat-là qui soit organisé par l'UFC. Et je trouve que ça fait belle figure en main card opener d'un pay-per-view. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, je sais pas si Kevin Holland, je suis choqué par son rythme encore là maintenant, ce qu'il vient de produire. Il dit semaine Ouais, prochaine, je suis dispo, c'est quand même bah fou. voilà, Ouais, exact. Donc ouais, et Kevin Holland aussi, j'en ai un peu marre qu'on lui mette des grappleurs, mettez-lui des strikers. Donc à la limite, ça tombe très bien, tu vois, d'avoir un Leon Edwards contre un Kevin Holland. Les deux ont pas à se préoccuper des blueprints classiques de leur défaite. Ils vont se la mettre debout et ça va être plaisant pour le fan américain, et pour un peu tous les fans. Donc ouais, je suis voilà, pour d'accord. la suite, je serais pas contre ça. Tu vois, on en parle souvent avec Brian, quand t'as un gars qui sort un peu de ce côté championnat. Euh,
l'UFC va toujours l'utiliser de façon business. On va essayer de faire monter un nouveau prospect. Carlos Prates contre Leon Edwards, ce serait une dinguerie, par exemple. Mais ce serait cool aussi de voir l'UFC se dire, ok, bah, ces deux gars, ils sont plus vraiment sur le parcours du titre. On va les mettre l'un contre l'autre parce que c'est vétéran contre vétéran et ça peut donner quelque chose de sympa à regarder pour le fan, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ok, ben on a fait le tour de ce combat. On avait discuté un peu en off de la news de Cain Velasquez. On passe un peu dessus. Ouais, avec plaisir. Ouais. Donc voilà, j'ai simplement lire parce que je trouve que le tweet de la sueur a été très bien écrit. Cain Velasquez condamné à 5 ans de prison. L'ancien champion poids lourd de l'UFC écope d'une peine de 5 ans derrière les barreaux pour tentative de meurtre. Le Mexicain s'était lancé dans une course-poursuite et avait ouvert le feu sur une voiture transportant Harry Goulart, accusé d'avoir agressé sexuellement son fils de 4 ans en 2022. Son tir a finalement blessé le beau-père de Goulart sans gravité. Donc voilà pour la news. On a discuté en off, on n'avait pas trop envie de rentrer dans les débats qu'on a déjà pu lire en long, en large, dans tous les sens. Je crois que sous le post de la sueur, il y a vraiment des gens qui ont mis des commentaires qui sont très corrects, justes, on va dire, et plutôt factuels par rapport à tout ça. Mais tu voulais qu'on dévie un peu sur un sujet par rapport à la proportion, c'est comme ça, la proportion de combattants MMA qui ont des histoires de violence en dehors de la cage. J'ai cru que tu allais dire la proportion de Mexicains. Oh, C'est ça, il me lance là-dessus, tu vois. Non, ouais, je suis. En fait, c'était un sujet que je trouvais qui était un petit peu plus intéressant que de regarder. Bon, je vais pas appeler ça. C'est un fait divers au final, tu vois. C'est juste que ça touche une des ça touche le personnalités MMA, d'un sport. voilà, c'est l'actualité touche- MMA. Donc C'est ça ça, rentre dans mais l'hebdo, ouais. c'est ça, mais comme c'est une personnalité qui a tellement pesé dans le sport, c'est triste qu'il en arrive là. Mais on voulait pas mettre de jugement par rapport à ce qui s'est passé et pas rentrer dans les détails. Mais ce que je trouvais qui était plus intéressant, c'était de voir comme je trouve que, enfin pas je trouve, c'est la proportion de personnes violentes dans ce sport, donc les professionnels, est beaucoup plus élevée que, je dis ça dans le tennis, par exemple, je dis une bêtise, tu vois, le tennis ou le golf. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'était le sport qui rendait les gens violents. Et en fait, pas du tout, au contraire, ça a plutôt l'effet inverse. En fait, ce qui était super intéressant, c'est les origines plutôt socio-économiques et souvent, ils ont des problèmes, on va dire, dans certains cas, soit psychologiques, etc., avec quelque chose qu'ils gardent de leur enfance et qui font qu'ils ont un parcours exceptionnel. Donc, par exemple, Sean Strickland est un bon exemple. Tony Ferguson, etc. Des gens qui ont vécu des choses qui sont extrêmement compliquées dans le passé, qui font qu'ils sont très résilients dans la douleur et qui expriment tout ça à travers la violence. Certains, en fait, le disent comme Sean Strickland le dit, et ça c'est un bon exemple, c'est que s'il n'y avait pas eu le sport ou la pratique du sport, il aurait très mal tourné. Il aurait été... Bon, je dis pas qu'il il a pas mal tourné sur certains moments, mais je veux dire, beaucoup... Il était... Le risque c'était était beaucoup plus élevé de prendre un parcours déplorable. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, il l'a pris, hein, ceux qui le savent, il a été, il était néo-nazi, je pense. Il a fait pas mal de trucs assez louches, on va dire, dans le passé. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en fait, le sport lui avait donné une autre opportunité. Et à travers la discipline, un objectif, etc., de pouvoir se recentrer. Et malgré ces démons, de pouvoir, en tout cas, essayer de les contrôler. Et il y en a énormément qui sont dans ce truc-là. Et donc, justement, c'est ça que je trouvais intéressant et je voulais voir un petit peu ton opinion par rapport à ça. C'est quelle est la place, selon toi, du sport sur cet aspect-là? C'est-à-dire que on le sait, même quand tu regardes en France, c'est pas les milieux les plus favorisés. Il y a certaines exceptions. Voilà, par exemple, Tsaroukian, on le sait, il vient Ouais. d'une très bonne famille, et c'est différent, mais Mhm. c'est pas le Le c'est pas le profil golf, type. quoi. C'est pas là-bas, c'est pas le profil type qu'on se dit ok, Mhm. voilà, c'est plutôt un ascenseur social, ce sport-là, de se dire voilà, c'est compliqué, on a du mal à s'en sortir, grâce au combat, je peux monter, je peux gagner beaucoup d'argent si jamais je deviens exceptionnel. Donc c'est un ascenseur social, mais est-ce que tu penses que ça favorise la violence ou au contraire, est-ce que tu crois que ça la canalise? Moi, je pense que ça la canalise. Je te dis ça d'expérience. Donc, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, de manière générale, je pense que effectivement, c'est un sport qui est complètement accessible à tous.
Mais on entend quand même souvent cet argument de le MMA m'a aidé à mieux canaliser mon énergie ou mes envies violentes. Je l'ai beaucoup entendu moi-même en tant que coach. En tant que pratiquant moi-même, c'est pas que moi pas du tout, j'ai pas un tempérament violent de base. Cela n'empêche que ça pouvait être un vrai défouloir pour moi, et je pense que pour toute personne, ça peut être un défouloir. Et je peux entendre cet argument. Alors, j'ai pas du tout fait cette analyse, mais je trouve ça intéressant de se dire que des personnes qui sont plus sujets à la violence vont plus facilement se diriger vers le MMA, qui est un sport qui reflète un peu des comportements violents, mais d'une manière structurée et consentante avec les partenaires d'entraînement ou les partenaires de combat. Et donc c'est clairement un argument qui est toujours un peu, je vais pas dire chouette à entendre, mais te dire qu'effectivement tu as plusieurs combattants MMA qui avaient un peu deux routes comme ça de vie. À un moment ils ont fait le choix parce que tu avais Lyon-Edouard, je pense on avait parlé aussi, que beaucoup de ses potes ils sont partis vers la drogue ou la La délinquance ou que délinquance, sais-je, et son que père est décédé, je pense que son père est décédé via du trafic de drogue ou quelque chose ouais, comme ça. voilà, et que t'as vraiment cette voie un peu qui, ouais, peu importe, ça t'amène vers des choix illégaux qui peuvent te pousser vers la prison ou la mort, hein, c'est souvent ça qui est dit, ou bien tu fais le choix d'une carrière sportive dans un sport viril, on va dire ça comme ça, on va utiliser les deux mêmes lettres viril, et donc ouais, c'est une analyse assez intéressante et même logique, je dirais. Ouais, ouais, mais tu vois, je me demandais, est-ce que c'était la deuxième question que je voulais te poser par rapport à tout ça. Ça m'a fait penser à tout ça, hein, cette histoire. Mhm. C'est me dire, bon, c'est vraiment triste parce que je crois que est-ce que c'est pas propre au sport? Là, maintenant, on va vraiment parler du cas, enfin, pour le parler, enfin, rentrer un petit peu dans la partie superficielle, mais rapidement. C'est que je crois que si quelqu'un fait ça à ton enfant, une personne qui n'a jamais fait de sport de combat ou n'importe, c'est possible qu'elle se devienne extrêmement violente aussi, si jamais. Tout à fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu fais ça à un tennisman, il y a une véritable probabilité que la réaction soit la même. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, C'est pour je ça que pense. d'ailleurs, quand tu lis beaucoup de commentaires sur Twitter, il y a beaucoup qui vont dans la compréhension de ce qui a été fait. Et d'ailleurs, ce qui est condamné, c'est pas vraiment l'acte en lui-même, c'est les détails de l'acte. Il y a une mise en danger d'autres personnes complètement innocentes. Et c'est vrai que on va évidemment rentrer dans ce truc, mais il y a une conduite violente. Il aurait pu faire un accident avec une autre famille. Et donc là, clairement, c'est surtout ça qui est condamné, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, la question était, est-ce que tu sens que le sport attire des personnes violentes de base? Un exemple, tu vois, il y a des profils où tu le vois que ce ne sont pas des personnes du tout violentes Mhm. ou qui sont vraiment plus structurées. Et à l'inverse, tu vois qu'il y a des gens qui sont attirés peut-être plus par ça. J'ai une bêtise, Ouais. John Jones, il a ça en lui. Enfin, tu vois ce que je Ouais. veux dire? C'est pas. Je vois la question est bien posée et je l'apprécie énormément et coïncidence. Je suis en train d'écouter un podcast. Elle a rien à voir, mais je crois que le parallèle va être très facile à faire. Donc, je suis en train d'écouter un podcast qui s'appelle Sports for Kids de Dr. Andy Galpin. Je viens de mettre une story aujourd'hui en disant tous les parents, s'il vous plaît, allez écouter ce podcast. Il est incroyable. Et il fait donc d'abord une analyse qui m'a complètement choqué. Il dit tous les enfants euh, devrait bouger 60 minutes par jour. Donc devrait faire une activité physique. Bon, pour un enfant de 3 ans, par exemple, pour prendre l'exemple de mon enfant, une activité physique, ça va pas être un sport, ça va être courir, faire du vélo, sauter, lutter avec moi, peu importe, c'est juste bouger. Et quand il a dit ça, j'ai dit, c'est complètement le strict minimum. Moi, tous les jours, mon enfant fait le double, le triple, à mon avis. Aux États-Unis, 80% des enfants n'atteignent pas ce seuil. 80% des enfants ne bougent pas 60 minutes sur leur journée. J'étais choqué. Et donc, il est allé plus loin dans son analyse et il a dit, et ça, je le sais très bien en tant que parent, un enfant ne va pas faire ce que tu dis, il va faire ce que tu fais. Un enfant imite l'environnement dans lequel il est. Donc, l'analyse du fait que les enfants américains bougent beaucoup moins qu'il y a 30 ans, c'est parce que l'environnement qui les entoure, c'est des parents, des adultes qui bougent beaucoup moins, qui sont affalés dans un fauteuil, qui sont sur leur téléphone, qui sont en train de travailler sur un ordinateur. Maintenant, il y a les écrans, donc il y a beaucoup de parents qui choisissent la facilité. Leur gamin de 2 ans, il est devant un écran pendant 2 heures parce que ça permet d'écrire des mails pour le boulot ou que sais-je. Et donc, on est en train de créer un environnement
euh, dont les enfants s'inspirent. Et donc, le parallèle que je fais ici avec la violence, c'est que en tant qu'enfant qui a été dans un foyer où la violence était omniprésente, tu normalises cette chose ou tu as un attrait pour cette chose. Et donc, pour revenir sur ta question, je pense que oui, effectivement, il y a une grande partie de pratiquants de MMA qui pratiquent le MMA parce qu'ils ont connu un environnement dans leur enfance de violence. Mais on ne peut pas généraliser. Je prends mon exemple tout simplement. Je suis tombé dans le MMA pour pour une raison complètement différente. À moins qu'il y ait eu de la violence dans mon environnement avant que je puisse m'en souvenir, donc avant mes 5 ans, de mes souvenirs d'enfance, j'ai pas vu de violence chez mes parents, ni chez leurs amis, ni quoi que ce soit. Et j'ai été attiré par le MMA pour le dépassement de soi, certaines valeurs martiales, etc. Donc, je pense qu'on a un ensemble de personnes qui fait du MMA pour des raisons différentes, mais je rejoins ton analyse sur le fait qu'il y a probablement une grosse proportion de personnes qui se dirigent vers le MMA comme sport plutôt qu'un autre sport, parce que ils ont cet attrait de violence de par l'environnement de leur jeunesse. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça m'a toujours fait un peu spécial tu vois, quand tu montes du MMA pour la première fois à quelqu'un, genre quelqu'un qui se dit, ok, tiens, enfin, tu vois, tu es en train de regarder un combat, il y a peut-être quelqu'un qui voit que tu es en train de regarder un combat et qui te pose une question par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et ça m'a toujours marqué, comme ils pensent que les gens, en fait, sont vraiment violents, genre, c'est-à-dire que, bon, il y en a certains, c'est le cas, mais dans le sens, tu vois, quand à la fin, il y a beaucoup de Ils font une respect, accolade, ouais. dans les bras, il faut une accolade. Et c'est attends, mais il fait de se mettre dessus. Et en fait, Ouais. il y a cette distinction qui est un peu particulière pour les gens, ils ne comprennent pas tout ça, tu vois. Où tu te dis, Mais ouais, mais- là, je vais te parler de la meilleure expérience que j'ai là-dedans. Le premier événement que j'ai organisé en Belgique, c'était en 2016 ou 17. Enfin, ça remonte à un moment où le MMA n'était pas du tout développé en Belgique. On avait fait en sorte que notre communication vise un public de curieux plus qu'un public de spécialisé, parce qu'on se disait, bah voilà, tous les fans de MMA en Belgique vont par défaut être intéressés par notre événement, mais pour Mhm. remplir la salle, on a plutôt intérêt à viser un public large, ce qui signifie que dans notre public, on avait vraiment un public de gens qui avaient jamais vu de MMA. Et il y a plusieurs télés qui étaient venus faire un mini reportage sur l'événement. Et le feedback qui était le plus revenu dans les personnes interviewées qui avaient jamais regardé de MMA, c'était exactement ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça. C'est incroyable le décalage qu'il y a entre ce que tu vois pendant le combat et ce qui se passe dans les 30 secondes après le combat. Les deux combattants qui se font une accolade, les coachs qui vont faire une accolade à l'adversaire et au coach adverse, et il y a directement une ambiance de respect et presque une ambiance amicale, familiale dans la cage une fois que le combat est fini. Et donc, ouais, voilà, ce feedback revenait beaucoup qu'il y avait un vrai état d'esprit sportif dans des Mhm. événements de MMA. Et donc, il y a cette petite nuance aussi à faire, c'est qu'effectivement, toutes ces personnes qui sont propices à la violence dès le plus jeune âge et qui se dirigent vers le sport, ça leur permet d'avoir aussi un cadre, d'avoir une discipline, d'avoir une notion du respect, d'avoir une notion du sport, ce qui permet, à mon avis, de limiter les risques de ce qui se passe en dehors de la cage. Mais cela n'empêche que quand tu as grandi dans un environnement, enfin voilà, le scripting de ton cerveau, ça se passe à un moment où tu as aucun contrôle sur ta vie. Jusqu'à 4-5 ans, tu contrôles rien. C'est tes parents qui contrôlent tout. Donc, t'as beau avoir un cadre à partir de tes 16 ans quand tu te mets au MMA, par exemple, chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça que je veux dire. Donc, dans une situation trop chaude où tes émotions prennent le dessus sur ton contrôle, ben c'est ton script qui va faire le dessus, donc tu vas plus penser à toutes les valeurs que tu as peut-être apprises dans le MMA et tu vas peut-être juste voir rouge. Et quand tu vois rouge, c'est ton instinct qui prend le dessus. Et si ton instinct, c'est revenir à ce que tu as vu quand tu étais gamin, c'est-à-dire la violence sans réfléchir, ben voilà, il y en a qui vont... il y a peut-être un plus haut risque de débordement en dehors, enfin dans la vie de tous les jours, provenant de combattants de MMA, de boxe, de kickboxing, etc., par rapport évidemment des joueurs de ping-pong, tennis et badminton. Je sais pas Ce pourquoi que j'ai je pris trouvais le qui sport de était... raquette, j'aurais pu prendre aussi foot, basket, etc. Mais voilà, je pense Ouais, que bien sûr. effectivement, Mais euh, ce que je trouvais qui était vraiment... Enfin, ce que je trouve qui est vraiment aussi exceptionnel, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, c'est la relation que tu peux avoir avec ton coach qui peut faire figure d'autorité, de père pour mhm. certaines personnes. Ouais, Et on le voit comme des personnes extrêmement violentes qui ont beaucoup souffert. Comme c'est pas du MMA, c'est de la boxe, mais c'est un sport de combat et c'est la même relation. Mike Tyson. Mike Tyson, quand il est D'Amato. voilà, D'Amato, il
il était extrêmement violent, perdu, etc. Et tu le vois quand il décède, il y a encore un changement après. Il y a une porte de repère et donc c'est vraiment la preuve qu'il y avait cet effet-là Ouais. avec lui, tu vois, de lui donner un cadre, de lui donner une direction. Et je trouve que s'il y a la possibilité de donner tout ça et ce cadre et de pouvoir essayer de canaliser tout ça, je trouve ça vraiment bien. Bon, bien Mhm. sûr, dans le cadre, enfin, dans cette nouvelle qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, je crois que c'est impossible de canaliser ça. Je ne sais pas comment, enfin, tu Non, vois, là, je sais pas comment tu fais ça, tu vois. c'est un cas extrême. Honnêtement, Un pour cas être extrême, c'est ça. parent moi-même, j'ai même pas envie d'imaginer cette Ouais, situation. Et je pense que on peut, c'est pour ça qu'on voulait pas en parler, c'est parce que on peut pas émettre un jugement parce que c'est le genre de situation, tu sais pas comment tu réagis si tu la vis. Et t'as pas envie de faire un forecast, ouais, d'imaginer c'est ça. comment tu réagirais dans cette situation, puisque c'est le genre de pensée, quand ça vient, tu la Ouais, repousses, quoi, évidemment. ouais, c'est sûr. Ça ne mettrait pas de bonne humeur avant de passer ta journée, quoi, ça c'est clair, ouais. Ben voilà, je crois que c'est ça que je crois qu'il fallait. Je voulais faire le tour, je voulais lancer cette petite conversation parce que je la trouvais beaucoup plus intéressante Ouais, sur toute cette j'ai news-là, bien quoi. fait de te faire confiance pour une fois. Non, non, mais franchement, ça a été un très chouette débat, un peu improvisé comme ça. Donc, dites-nous évidemment en commentaire si vous voulez ajouter quelque chose à ce débat ou vouloir approfondir le sujet. Je sais que, bah, je le vois, hein, il y a beaucoup d'échanges de temps en temps sous nos vidéos. Donc ici, les portes sont évidemment ouvertes. John, un tout grand merci Merci et à toi. à très bientôt. À À bientôt tout bientôt. le monde. Ciao. Ciao.